En fait, est-ce que vous m'entendez? Ok, je suis en fait désolé. Donc, ouais, oui, en fait, je disais que la problématique, en tout cas, les principales questions qu'on va se poser, qu'on peut se poser à travers le cours d'aujourd'hui, c'est peut-on parler de la violence sociale dans le contexte haïtien? Quelle est la généalogie de ce phénomène et comment se structurer la violence sociale en Haïti? Comment ça se structure? Comment se structure la violence sociale en Haïti? Qui sont les détenteurs ou les détentrices du monopole de la violence? Euh, Quelles sont les causes de la violence sociale en Haïti? Comment peut-on arrêter le cycle de la violence? Et puis, qu'appelle-t-on les violences sociales subtiles? Quel est le bilan de la violence identitaire en Haïti? Comment définir la violence systémique? En tout cas, ce sont ces questions qui constituent ou qui constitueront la toile de fond des réflexions d'aujourd'hui. Donc, quand on parle de la violence, la définition de la violence, on a tendance à définir la violence comme un phénomène qui se produit avec une force intense, brutale et souvent destructrice. C'est-à-dire la force brutale exercée contre quelqu'un, ça peut être la force brutale exercée contre quelqu'un selon Hachette, ou contrainte illégitime, force physique ou morale. Donc, quand on parle de la violence, on est dans un cas de figure où il y a un élément X qui force un élément Y contre sa volonté à faire ou à accepter quelque chose ou à faire faire quelque chose en dehors de sa volonté. En fait, toute action pour le Bureau international du travail, on essaye de définir la violence comme toute action ou tout incident ou tout comportement qui s'écarte d'une attitude raisonnable par lesquelles une personne est attaquée, menacée, lésée ou blessée dans le cadre ou du fait de son travail. Donc, la violence, en ce sens, fait appel à une force brutale, à une démonstration euh, de force, à forcer quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté, contre son gré, etc. Le mot violence vient du latin euh, vis, qui signifie force, vigueur, puissance, violence. Donc, en ce sens, la violence peut constituer comme un usage de la force physique, mais aussi euh, ça peut avoir une signification d'une quantité, d'abondance ou de caractère de ce qui est essentiel d'une chose. Donc, c'est-à-dire quand on prend, en fait, je veux dire, quand on prend la violence dans son étymologie, cela renvoie à une dimension primitive de l'être. Donc, c'est ce qui est instinctif aussi. C'est ce qui n'a pas été, dans un certain sens, soigné. Donc, c'est la force brutale qui habite un individu. C'est la force non contrôlée, non canalisée, non contrôlée qui fait partie de ce qu'on appelle de la dimension instinctive de l'être humain, c'est la pulsion, c'est les pulsions, etc. Donc, selon Blandine Krieger, la violence, selon Blandine Krieger, la violence est
la force déréglée qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique et pour mettre en cause dans un but de domination, de destruction de l'humanité, de l'individu. Et en ce sens, quand on parle de violence dans le contexte de Kriegel, c'est le fait que quelqu'un atteint l'intégrité de l'autre. Atteindre l'intégrité de l'autre, c'est-à-dire qu'on atteint l'autre dans son humanité. Donc, la conception moderniste même de la violence, on peut dire que la violence est une force, en ce sens, pour reprendre la Coradi, chargée de signification et douée d'une capacité aussi structurante de la réalité. C'est-à-dire, euh, comme on dit en créole haïtien, vagabond, c'est code guitare. C'est-à-dire, si on prend en fait, on peut dire, cette expression, ce slogan, en fait, code guitare, c'est quelque chose qui accorde, qui donne le ton. C'est ce qui fait bouger. Mais quand on dit, par exemple, vagabond, c'est code guitare, c'est une façon pour reprendre Corradi, que la violence est douée d'une capacité structurante. C'est-à-dire, c'est à partir de la violence qu'on décide qui est propriétaire, qui décide de quoi. Mais là, bon, là, je reviens à une question brûlante en sociologie, et même en fait, dans toute l'essence de la sociologie marxiste, on posait la question à partir de quand quelqu'un a décidé que ce terrain lui appartient. Vu que personne n'était né avec quoi que ce soit, on est tous nés comme des vers de terre, mais il arrive un moment où que des gens décident que ici, ça, c'est à moi, ici, ça, c'est à moi, etc. Donc, c'est à partir d'une violence. Et cette violence, c'est une forme de violence structurante. Ils décident que, écoute, ça se passe comme ça ici. Et ici, si vous n'êtes pas d'accord, donc vous entrez en guerre et vous devez déclarer la guerre, vous acceptez de faire la guerre avec d'autres personnes qui l'ont déclarée. Donc, parfois, on n'est pas censé rentrer en guerre, pas parce qu'on a envie de rentrer en guerre, mais parce que il y a d'autres qui ont déclaré la guerre. On est pris là-dedans, on est pogné là-dedans. Mais ce n'est pas souvent la volonté des citoyens. Mais juste pour vous dire que mais la violence, en ce sens, on voit cette violence comme une violence structurante. Mais aussi la violence aussi peut être quelque chose qui déstructure surtout c'est, ça déstructure l'humanité, ça déstructure les liens sociaux dans une communauté, dans une société donnée. Donc, c'est, moi, quand je commence ce cours sur la violence, ou quand j'essaye de réfléchir sur la violence, je pense souvent à la société haïtienne, à comment que cette société est née. C'est une société qui est née dans la violence. Quand je dis dans la violence, je ne parle pas au sens figuré du terme, je parle au sens vrai, propre du terme, au sens littéral, donc au sens le plus creux du terme quand on parle de la société haïtienne. Mais euh, quand on dit la société haïtienne est née dans un contexte de violence, je dis pas que les Haïtiens sont violents, au contraire, c'est quasiment tout l'inverse. C'est plutôt que, euh, je veux dire, les, les Haïtiens ou, si vous voulez, les personnes les personnes qui vivent en Haïti ou qui ont toujours vécu en Haïti, sont contraints de vivre dans
une société où la violence est structurante en tant que telle. Donc, quand on pense aux premiers peuples qui ont vécu en Haïti, les premiers peuples, que ce soit les Taïnos, si vous préférez, Taïnos, les Arawaks, les Caraïbes, les Sibonais, donc tous ces anciens peuples-là, avant l'arrivée de Christophe Colomb, avant l'arrivée de Christophe Colomb et les malfaiteurs qui l'accompagnaient, on peut dire facilement que euh, ils étaient estimés à près de, si on prend la référence des Bourgoins, des Ardouins, Bourgoin-Ardouin par exemple, on disait que ça, en fait, on estimait la population à près entre 5 à 10 millions habitants. Donc, sur toute l'île, bien entendu. Donc, même si c'était 5 millions, c'est quand même une grosse population, quand même. Et cette population-là, qui était quand même des millions de gens qui vivaient paisiblement, et un jour, en 1492, euh, comment je peux dire ça, en fait, au début du mois de décembre 1492, 5-6 décembre 1492, euh, des Espagnols ont foulé le sol. Et depuis ce jour, on va dire, c'est le malheur qui frappe à leur porte. Et c'est le malheur qui frappe à leur porte, ils ont vécu la violence au quotidien. Donc, les jeunes autochtones, Taïnos, Arawak, Caraïbes, Siboney, ont été violés, tués, les hommes ont été tués, les enfants ont été décapités, etc. Donc, j'ai pas besoin de vous rappeler l'horreur de ces crimes odieux. Donc, c'était une situation difficile, mais c'est encore une situation difficile pour ces peuples-là euh, de l'île d'Haïti. Donc, de l'île d'Haïti, j'ai vraiment tout, en fait, l'île en soi, là. Donc, c'est une situation difficile. Donc, ces peuples-là continuent à être, donc, en tout cas, ils ont on peut dire, c'est une population qui a été décimée. C'est quand même l'un, je pense, je peux me tromper, mais à mon avis, à mon humble avis de chercheur, je pense que c'est l'un des plus grands génocides qu'a connu le monde. C'est vraiment l'éradication systématique, totale, quasiment, de toute une population. Euh, c'est quand même, en tout cas, c'est triste. C'est-à-dire, quand on prend la genèse de l'histoire, en fait, je veux dire, la genèse de l'histoire, pas la genèse, mais je veux dire que c'est parce que ces gens-là ont toujours existé paisiblement. Ils ont vécu des millénaires avant le contact des Européens. Ils vivaient dans, je dirais, dans l'abondance. En tout cas, quand on lit dans les archives, quand on lit les carnets de voyage de Christophe Colomb et d'autres voyageurs qui ont foulé l'île d'Haïti, donc Quisqueya, Boyo et Haïti, c'est-à-dire l'île d'Haïti, d'accord, c'est important de le mentionner, moi je dis l'île d'Haïti, c'est toute l'île, donc l'île d'Haïti a fait contenait 5 caciques quand même, 5 caciques ou caciques, donc en tout cas c'était la division géographique. Donc, et cette division géographique, les gens, ils avaient une civilisation, ils avaient un système scolaire, ils avaient un système de santé, ils avaient, en tout cas, ils avaient une manière de vivre, ils avaient une culture, ils avaient une politique, ils avaient un système politique, donc ils avaient leurs moyens d'échange, en tout cas entre d'autres peuples, hein, d'autres îles, telles que l'île de Cuba, l'île de la Jamaïque, l'île de San Salvador, Guanahani, comme on l'appelait avant. Donc, c'est-à-dire, il y a eu des commerces dans la zone. Il y a eu aussi des guerres. Comme c'est le cas de toute civilisation. Donc, on rapportait même que les Taïnos étaient, euh,
possiblement les peuples les plus paisibles parmi tous les autres, hein. Les, 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 les Caraïbes étaient un peu, c'était les tapageurs de l'île, en tout cas, en fait, des îles. Donc, juste pour vous dire que, en fait, la vie existait. La vie existait, mais le quotidien des gens n'était pas, on va le dire comme ça, n'était pas euh, fait de violence. Mais à partir du moment où Christophe Colomb et les autres voyageurs en fait débattent sur l'île d'Haïti, mais pas seulement d'Haïti, de Cuba, en tout cas de toute l'Amérique. Donc, je dirais qu'ils apportaient avec eux des maladies, vous le savez mieux que moi, la grippe par exemple. Ils apportaient avec eux la misère, toute la misère du monde. Aujourd'hui, si on parle de la misère du monde, c'est les Européens qui ont apporté la misère du monde dans les Amériques. Mais les peuples américains, les vrais Américains, c'est-à-dire les autochtones qui vivaient bien avant l'arrivée de ces gens, euh, qui disaient qu'ils étaient des docteurs de civilisation, mais on comprenait bien que s'il y avait des civilisés, entre nous, là, c'était les gens qui vivaient paisiblement, pas ceux qui ont débarqué avec des armes pour tuer et pour violer, pour détruire toute une civilisation qui a existé pendant des millénaires. Donc, et vous connaissez déjà l'histoire d'Haïti. Je ne vais pas vous faire encore l'histoire d'Haïti, même si, en fait, j'ai une casquette d'historien aussi. J'ai une maîtrise en histoire, mais je dirais, moi, je n'ai pas envie de faire vous un cours d'histoire dans le cadre d'un cours de psychologie sociale, mais selon moi, on ne peut pas comprendre la violence dans le contexte haïtien sans comprendre la dynamique historique, la dynamique, comme, en tout cas l'histoire, comme, comme vecteur pour nous aider à comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, comment c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, quand on parle le malheur d'Haïti, quand on parle d'Haïti comme la misère du monde, quand on parle d'Haïti comme shithole country, etc. Donc, pour reprendre les propos un peu euh, déplacés des leaders de ce monde triste. Donc, juste pour vous dire que il y a toute une histoire qui, qui est derrière tout ça. Donc, maintenant, de 1492, qui marque l'arrivée de Christophe Colomb, à 1503, euh, les historiens rapportent qu'il y avait pratiquement plus d'Autochtones. Il y avait pratiquement plus de Taïnos, plus d'Autochtones, plus de Arawaks ou Caraïbes. C'est-à-dire, on les tuait en grand nombre, c'est-à-dire, on les tuait, on les assassinait. Et en plus, ce n'étaient pas des gens qui étaient habitués à travailler dur. En tout cas, euh, ils avaient leur moyen de travailler. C'est des gens qui travaillaient quand même, parce que c'est pas la même, c'est pas la même notion du travail. On n'a pas la même notion du travail. Donc, c'est des gens qui existaient, qui travaillaient, qui vivaient leur vie paisiblement, mais qui, à partir de l'arrivée de, 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 de Christophe Colomb, donc, il se voit, en tout cas, il se voit comme, il se voit contraint de vivre dans, dans la misère, dans l'esclavage, dans et de 1492 à 1503, déjà, en fait, le génocide, en tout cas, touché à sa fin. Donc, quand je dis touché à sa fin, en tout cas, on n'avait plus, pratiquement plus il y avait plus de main-d'œuvre autochtone sur l'île. Donc, c'est à partir de ce moment que, vous voyez, d'abord, là, on peut observer, dans le cadre du cours, on va dire une première vague, si vous voulez, de grandes violences européennes sur l'île d'Haïti ou dans les Caraïbes ou dans toute l'Amérique. Donc, mais ce qui est certain, non, moi je vais me concentrer sur le cas d'Haïti parce que
That's my concern. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Donc, là, il y a Las Casas qui demande, en fait, qui pensait, qui demandait qu'on aille chercher des Noirs en tout cas, pour les réduire en esclavage ici, c'est-à-dire pour remplacer les premiers peuples. Bon. Il y a deux choses que moi, j'estime que c'est important. Si vous êtes mes étudiants, ces choses-là, vous devez les maîtriser. La première chose, euh, c'est que les études, si vous poussez les études, vous allez comprendre, je ne sais pas comment commencer, mais je vais vous le dire comme ça. La première chose à savoir, c'est que quand on vous dit que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, il y a lieu de croire que ce n'est pas vrai, ou ce n'est pas totalement vrai, ou il y a une partie de l'histoire qu'on n'a pas le droit de raconter, qu'on ne veut pas raconter, et où l'on sait que si vous connaissez cette partie de l'histoire, vous allez vous voir autrement. Enfin, je vais commencer comme ça. C'est-à-dire, quand Christophe Colomb arrivait dans la Caraïbe, dans la Caraïbe, euh, ou du moins dans le Nouveau Monde, tout court, dans l'Amérique, il y avait déjà des Noirs qui vivaient en Amérique. Ça, c'est très, très important. C'est très, très important. Je peux vous citer des peuples tels que les Black Californians qui existaient bien avant. Bien avant, je peux vous expliquer, je peux vous donner d'autres exemples de peuples qui vivaient et dans les Amériques et dans d'autres coins du monde qui n'étaient pas qui n'étaient pas venus à partir à partir du commerce triangulaire, à partir du commerce esclavage, de l'esclavage, pardon. Bon, cet argument-là, en fait, si vous voulez des sources pour, pour l'approfondir davantage, moi, je vous réfère à l'ouvrage de Ivan Van Sertima. Donc, il y a plein d'autres ouvrages, mais c'est l'ouvrage clé dans le cadre de ce cours qu'il faut lire. Ça s'appelle comme ça, They Came Before Columbus. They Came Before Columbus, ou en français, Ils y étaient avant Christophe Colomb. C'est un ouvrage majeur pour ceux comme contre-histoire. Parce que cet ouvrage explique en tout cas dans sa thèse, Dr. Ivan Van Sertima explique que les Noirs, ils y étaient avant Christophe Colomb, et ça veut dire beaucoup. Au lieu de croire que c'est les Noirs, enfin c'est Christophe Colomb euh, qui, euh, c'est-à-dire, ou du moins c'est la colonisation espagnole qui a amené les Noirs pour la première fois en Amérique, étant donné qu'on veut toujours donner toute la paternité à l'Europe, quand on essaye de penser la science, la technologie, l'histoire, etc., on comprend que, mais non, du tout, il y a eu des Afro-descendants, des Africains qui ont traversé l'Atlantique avant Christophe Colomb. Donc, et cette thèse-là est, est une thèse importante. C'est une thèse importante qui contredit beaucoup d'autres thèses qui vous racontent que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. L'Amérique n'a pas été découverte. L'Amérique a toujours existé et les Américains, c'est-à-dire, si vous voulez, en tout cas, les habitants de ce continent existaient des millénaires, existaient des millénaires avant, même avant l'Europe, la construction de l'Europe. Ils existaient des millénaires et des millénaires avant. Donc, et même Christophe Colomb, en tout cas pendant sa traversée, euh, il se faisait accompagner de Noirs qui lui montraient le chemin de l'Amérique, parce que les Noirs avaient les Noirs maîtrisaient la navigation bien avant, et c'était un Noir qui s'appelait Alfonso Niño, qui accompagnait Christophe Colomb pendant toute la traversée. Mais encore là, ce qui est intéressant dans la thèse de Dr. Ivan Van Sertima par rapport à la découverte de l'Amérique, donc c'est-à-dire il y a une forme de violence historique, c'est-à-dire
on nous raconte des choses qui n'ont pas existé, et en tout cas, en fait, qui ne fait pas justice au peuple, au premier peuple, mais non plus qui ne fait pas justice au peuple noir qui ont traversé en 1312 environ, 1312, 1312-13, avec quelqu'un qui s'appelait Abou Bakari II, le roi du Mali, du royaume du Mali, Abou Bakari II, le fils du roi Sundiata Keïta, du royaume Mali, a traversé avec des flottes. C'est une expédition extraordinaire. Ils ont découvert l'Amérique en 1300, bien avant Christophe Colomb. Et aujourd'hui, quand on étudie la culture aztèque au Mexique et dans d'autres parties de l'Amérique latine, ou que ce soit dans la culture aztèque ou dans d'autres cultures sud-américaine, on trouve les traces de la culture négroïde qui est présente en tout cas, à travers des pierres taillées des millénaires. Écoute, si on prend, je peux vous donner des exemples. Euh, Tezcatlipoca ou Tezcalpocal, euh, qui sont considérés comme des dieux aztèques, dieux pour les Aztèques, en tout cas dans la culture des Mayas. En tout cas, ce sont des négroïdes. Ce sont des négroïdes. Vous pouvez les télécharger. Malheureusement, là, je ne peux pas vous montrer, mais je peux partager avec vous. Euh, Leurs caractéristiques, c'était toutes des négroïdes. Mais que ce soit chez les Olmecs, par exemple. Donc, vous verrez des têtes de négroïdes un peu partout présents. Et ces têtes présentes un peu partout dans l'Amérique latine, notamment au Mexique, au Brésil, au Pérou. Vous allez voir, il y a beaucoup de statues, de roches qui sont taillées, de pierres taillées, en tout cas avec la représentation négroïde qui date bien avant l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques, mais aussi ce n'est pas sans raison que les dieux ou la représentation divine des Aztèques, c'est des négroïdes, c'est-à-dire les Noirs étaient des dieux carrément avant l'arrivée de Christophe Colomb. Bon, je parle même pas, en fait, j'ai même pas envie de prendre des exemples sur l'Égypte, mais je suis même pas là, je suis vraiment dans une autre dimension là, un peu plus récente, vraiment très récente par rapport à la civilisation égyptienne. Donc, juste pour vous dire que euh, c'est important de comprendre ces choses-là pour comprendre comment les violences peuvent être aussi visibles qu'invisibles. C'est-à-dire, quand on tuait les autochtones, par exemple, ça c'est une violence visible. Quand on mettait les Noirs en esclavage, c'est une violence visible. Mais quand on vous ment sur votre histoire, c'est des violences subtiles. Apparemment, vous dites que ça n'a aucune conséquence à première vue, mais pourtant, c'est très important vu ici. Parce que si on ne vous raconte pas votre histoire, vous ne savez pas qui vous êtes. Et si vous ne savez pas qui vous êtes condamné à rester dans la situation telle qu'on la connaît. Une situation macabre qui fait de la dépersonnalisation, la déshumanisation, un mode de vie en Amérique, un mode de vie en Haïti. Donc, mais moi, je suis là pour vous dire que ce n'a pas toujours été ainsi. Il y a eu un moment dans l'histoire où des gens décident que, un, Dieu l'a voulu ainsi, au nom de la foi, qu'il y a une catégorisation raciale, parce que la catégorisation raciale ou le racisme trouve sa force dans
ce qu'on appelle les Saintes Écritures, ou peut-être, on va le dire autrement, peut-être que les gens ont instrumentalisé les Saintes Écritures pour faire en sorte que les Noirs que les Noirs soient perçus comme inférieurs et que les Noirs se considèrent comme inférieurs pour que le mythe du blanc puisse continuer à, en tout cas, faire son chemin. Et quand on parle du mythe du blanc, on parle aussi du système patriarcal, capitaliste, d'exploitation, esclavagiste, et colonialiste et néocolonialisme. C'est ce même système aussi qui exerce la pression sur la femme et qui dénature la femme, qui fait de la femme un objet sexuel et de plaisir, qui fait en sorte que si t'es femme, t'es moins chanceuse qu'un homme dans ce qu'on appelle l'égalité des chances dans les sociétés, mais qui fait en sorte, c'est ce même système qui fait en sorte que si vous êtes noir, vous êtes désavantagé par rapport à une personne de couleur plus claire, que vous l'appelez blanc ou je ne sais quoi, comment l'appeler. Donc, c'est-à-dire, c'est un système en tout cas, qui crée des inégalités et qui n'ont aucun sens. Parce que quand on se pose la question, au nom de quoi quelqu'un qui n'a pas de mélanine, c'est-à-dire que, parce que si vous allez être d'accord avec moi, si vous n'avez pas de mélanine, ça devrait être considéré comme un tard. D'accord? Ça devrait être considéré comme un manque. C'est une tare, ce serait un manque. Ce serait quand même, on va dire, pathologique. On va dire que en tout cas, c'est un manque à gagner. Et à quel moment de l'histoire des gens disent, bon, écoute, on va renverser le discours. On va faire en sorte que ce qui serait considéré comme un manque, parce que tu sais, quand tu n'as pas de mélanine, écoute, tu es sujet à des cancers de peau et toutes sortes de... En tout cas, c'est pas fait pour être comme ça. En tout cas, la peau de l'être humain est faite pour avoir- est faite, en tout cas, la mélanine, c'est un élément important pour la peau humaine. La peau humaine est faite pour avoir de la mélanine normalement. Mais à quel moment de la durée on va décider de, de ce manque de mélanine, d'accord, comme quelque chose de valorisant. Ça va être très valorisant d'être blanc au lieu d'être noir, mais cela n'a pas toujours été ainsi. Donc, c'est une forme de violence raciale. Donc, moi, je crois dans la thèse de Firmin, de l'égalité des races humaines, toutes les races sont égales. Donc, mais maintenant, à partir de quel moment l'on peut considérer un manque de mélanine comme une supériorité raciale? Donc, ça, il faut quand même réfléchir sur ces choses pour mieux comprendre l'humanité. Donc, parce que cette question-là qui semble à première vue n'a aucune importance quand on réfléchit sur un cours de violence. Mais nous, en tant que peuple noir, il faut quand même qu'on réfléchisse sur sur ces aspects-là pour comprendre notre place dans l'histoire et comment, à partir de quel moment qu'on essaye de nous enlever ce qu'on a comme dignité, comme caractéristique, en tout cas comme élément qui nous distingue des autres. Donc, parce que dans toute l'histoire de l'humanité, les Noirs n'avaient jamais considéré les Blancs comme inférieurs. Ça, on est d'accord là-dessus. On est plutôt dans... C'est à partir du système capitaliste d'exploitation, donc, qui était à une époque basé sur l'esclavage. Bon, et après, ça va changer. Donc, il va y avoir l'apparition de ce qu'on appelle l'ère industrielle. Donc, ça va prendre d'autres formes. Donc, on va plus avoir des champs, mais on va avoir des espaces de transformation, les usines. Donc, c'est la même logique, c'est la logique de plus-value. Donc, il faut travailler plus pour exploiter le plus que possible l'individu et puis pour que ça donne plus de profit à des gens qui ne travaillent pas, généralement. C'est ce qui est bizarre. Bon,
Ça, c'est une dimension, c'est une partie de la discussion. On peut le considérer comme ça. Mais à part du génocide des Taïnos, bon, il y a eu aussi la traite des Noirs. La traite des Noirs, c'est le commerce des Noirs, des gens qui décident de dire, écoute, on va aller chercher des gens là-bas. On ne peut pas juste aller chercher comme ça. Il faut tout un discours. C'est-à-dire, il faut tout un discours. On ne peut pas les aller chercher sans Dieu. En tout cas, pas Dieu tel qu'on le comprend, mais je veux dire, il faut mettre Dieu là-dedans. Que Dieu le veuille ou pas, donc c'est pas la décision de Dieu, mais on va mettre Dieu là-dedans. Donc, vous comprenez mieux que moi. C'est-à-dire, Dieu, c'est une création, une invention des hommes pour dominer les autres, pour dominer d'autres hommes. Donc, euh, ils ont décidé de mettre Dieu là-dedans. Ainsi, si vous lisez tous les documents, euh, en tout cas qui concernaient la colonie de Saint-Domingue, je vous donne l'exemple de la colonie de Saint-Domingue, la colonie française de Saint-Domingue, commençait par au nom de Dieu. C'était Dieu qui, c'est-à-dire, on esclavagisait le monde au nom de Dieu. D'ailleurs, on allait chercher euh, des gens des gens en Afrique pour les convertir et pour qu'ils puissent hériter de ce qu'on appelle du royaume, et du royaume de Dieu, du ciel. C'est-à-dire pour aller au ciel, il faut passer par l'esclavage si vous êtes noir. Donc si vous êtes blanc, il faut juste rester et puis attendre le fruit du travail des noirs pour aller au ciel. C'est deux poids, deux mesures. Donc Dieu est d'ailleurs blanc dans la conception occidentale. Et puis, les Noirs devraient travailler davantage pour avoir droit au salut. Donc, parce que le salut est un salut blanc tel qu'on l'a présenté, tel qu'on le présentait pendant la période esclavagiste, et ça a continué encore. Donc, vous connaissez euh, en tout cas, le mythe de Cam et Japheth, le fils de Noé. Donc, entre nous, vous allez comprendre que euh, c'est des, c'est des scénarios, c'est des, comment je peux dire ça, des histoires fabriquées de toutes pièces pour déshumaniser les peuples noirs, pour les maintenir dans l'esclavage et pour les maintenir dans une position inférieure par rapport aux peuples blancs du monde et pour faire en sorte que les peuples blancs, parce que si vous lisez, soi-disant, ces choses-là dans la Bible, vous les prenez au premier degré, ou vous les preniez comme, vous les prenez comme si c'était une vérité. Donc, vous êtes condamné à vivre ce qu'on appelle une malédiction préfabriquée pour vous. Parce que le fait est que on avait conçu ces histoires-là pour qu'il y ait un groupe qui domine et qu'il y ait un groupe qui est dominé. Donc, et dans l'histoire, ce qui est intéressant, c'est leurs histoires. Quand je dis c'est leur histoire, à moins que, je ne sais pas, est-ce que parfois vous croyez que, 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 que Dieu est injuste? Si Dieu existe, d'accord? Donc, c'est à vous de croire ou pas. Moi, ça ne me concerne pas que vous croyez en Dieu ou pas. Mais moi, je crois que d'abord, c'est une invention humaine, c'est-à-dire de créer une conscience pour dominer les autres et pour faire en sorte que des gens, c'est une forme de violence, d'ailleurs, c'est la plus grosse violence, la religion, de faire croire à je dirais, à des promesses infinies. Et puis, dans cette structure-là, on crée des blancs comme des missionnaires qui vont aller coloniser ou évangéliser, si vous préférez, les Noirs. Et les Noirs, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toujours en position de soumission par rapport à ceux qui ont reçu le message de rédemption. C'est tellement fabuleux, ça, extraordinaire. Et les Noirs continuent, eux, à, continuent à croire et à croire, à croire et à croire encore jusqu'à ce que
arrivé à un moment, il faut vous rendre compte où sont passées toutes ces églises qui étaient en Haïti et maintenant on est passé à une société où les gangs armés dominent. Donc, on pourrait se poser plein de questions. Où est passé ce Dieu? Où est passé ces Dieu blanc-là qu'on nous donnait, etc. Et puis, mais bref, juste pour vous dire que ce qui importe dans la société, c'est que l'éducation, comme un canal important pour faire passer des messages, donc, si l'éducation d'une nation n'est pas assurée par les vrais descendants de cette nation et pas assurée par l'État pour, en tout cas, pour mettre en valeur je dirais, les valeurs de cette nation, euh, pour nous valoriser, pour qu'on soit au devant de la scène comme des acteurs de l'histoire, on est condamné à être des esclaves, ne serait-ce que sur le plan mental, parce que aujourd'hui encore, on croit que si quelque chose ne vient pas de l'Amérique, si quelque chose ne vient pas des États-Unis, du Canada, de la France, c'est pas bon. Donc, donc il y a il y a encore du travail à faire. On est très loin du compte. Donc, c'est des formes de violence qui sont très, très importantes. Il y a des violences ethniques, c'est-à-dire quand dans une société, on croit qu'une grimelle est supérieure à une femme de teint foncé, par exemple, c'est une forme de violence. De quoi quelqu'un qui parle français est supérieur à quelqu'un qui parle, par exemple, le créole ou n'importe quelle autre langue. Donc, c'est des formes de violence, parce qu'une langue n'est qu'un moyen d'expression, pas plus, pas moins. Mais si vous faites d'une langue un outil de démarcation et de distanciation sociale, il se pose un véritable problème. C'est-à-dire, si je parle pour parler le français, je ne parle pas juste parce que j'utilise ça comme une langue, tout comme je pourrais le faire en anglais ou en espagnol ou en créole, il se pose un problème important. Donc, c'est-à-dire, une langue, c'est un outil de communication. La couleur de votre peau est un hasard. Quand je dis un hasard, c'est-à-dire, c'est le hasard en tout cas, de la génétique. C'est-à-dire, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de décider. En tout cas, je ne savais pas à quel moment que j'ai décidé que je sois noir, blanc, ou jaune, peu importe. Donc, c'est-à-dire, je suis né dans un contexte X, Y. Je pourrais être jaune, bleu, blanc, rouge, noir, bref, toutes les couleurs du monde possibles. Et aussi, il faut comprendre que parce que vous étudiez dans une faculté de technologie, il faut comprendre que toute la beauté du monde passe dans ce que moi j'appelle euh, la différence. C'est-à-dire, c'est parce qu'on est différent, c'est parce qu'on est blanc, noir, jaune, brun, rouge, marron, etc. Toutes sortes de couleurs du monde. C'est toutes les couleurs du monde qui font la beauté du monde. C'est la différence entre les gens. C'est la mixité qui fait toute la beauté du monde. Mais la beauté du monde ne se trouvait jamais, ça n'a jamais été dans l'épuration, c'est-à-dire quand on parle d'épuration ethnique, mettons le cas de la République dominicaine, quelqu'un qui est noir, qui se reconnaît même pas comme noir, en tout cas qui ne veut même pas qu'on dit de lui qu'il est noir, c'est des problèmes majeurs qu'une société qui essaye d'aller, enfin, qui préfère d'aller chercher des gens qui sont en prison, qui sont condamnés en tout cas, sont condamnés pour toutes sortes de raisons, des criminels, etc., en Espagne et dans d'autres pays hispanophones, pour venir en République dominicaine, rien que pour blanchir la nation, c'est un problème majeur. C'est un problème d'estime de soi.
Donc, si les universités dominicaines n'étudient pas ces cas-là, écoute, moi, je sais pas, écoute, il y a un sérieux problème. C'est-à-dire, je ne peux pas me voir juste comme un être humain qui est né soit en Haïti, en République dominicaine, à Cuba, aux États-Unis, Canada, etc. Et ce n'est pas ma couleur et ma couleur de peau qui doit me définir, mais c'est plutôt le rôle que je veux jouer dans la société. Et ce rôle que je veux jouer dans la société doit me permettre de jouer ce rôle à travers des structures. C'est-à-dire, si je veux devenir écrivain, c'est inconcevable de croire que je ne peux pas devenir écrivain parce que je suis né en Haïti ou parce que je suis né au Congo, parce que je suis né, je ne sais pas, n'importe où là. Mais l'important, c'est que je peux devenir écrivain dans n'importe quel pays si je veux choisir d'être écrivain. Et il importe à l'État de structurer la société pour faire en sorte que les gens, les jeunes qui ont des rêves, puissent aller jusqu'au bout de leurs rêves. C'est ça, c'est ce qui est important, c'est ça l'enjeu. Donc maintenant, faire en sorte que ceux qui ont une couleur relativement plus claire puissent avoir plus de chances de succès que d'autres couleurs, que d'autres, je sais pas, variantes de couleurs. D'accord? C'est un problème majeur. Donc, on est dans l'inhumanité, là. Donc, on est dans l'indécence humaine. Donc, parce que les êtres humains, on ne peut pas les définir à partir de leur couleur. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ceux qui sont, je dirais, malgré ceux qui sont très, très bons, très pointus dans les études anthropologiques, donc, écoute, ils ont ceux et celles, ils et elles ont montré que euh, la notion de race, c'est une illusion. C'est une illusion purement, c'est une invention. C'est une invention pour diviser le monde. Donc, il n'y a qu'une race. C'est la race humaine. Il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Maintenant, la division qui tend en tout cas, à caractériser un peu plus, en tout cas, le discours racisé, c'est un discours pour diviser. Il faut mieux régner. Parce que la division qui prend corps dans le contexte même du racisme, ça ne profite ni aux blancs ni aux noirs. Parce qu'au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça constitue une forme de violence. Et comme toute forme de violence, ça entraîne un cycle de violence. Donc, maintenant, ce qu'on a besoin, on a besoin d'un discours où les gens, comme Dr. Martin Luther King l'avait dit, que qu'on ne juge pas les gens sur la couleur de leur peau, mais plutôt de les juger sur la force de leur caractère, pour reprendre Dr. Martin Luther King. Donc, c'est les caractères, c'est-à-dire qu'est-ce que cette personne apporte à la société, comment cette personne peut, et vous savez, moi je suis de ceux qui croient que on a tous quelque chose à apporter à la société, on a tous et toute notre place dans la société, et puis de primer l'excellence, de primer la participation, de primer le vivre ensemble, la coopération. C'est toutes ces formes de valeurs qu'il faut primer dans la société pour diminuer euh, la violence dans la société. Bon, euh, ah là là. Ouais, là, je suis à l'hypothèse. Donc, moi, en fait, j'avance plusieurs hypothèses en réfléchissant sur le code. Il y a une hypothèse osée sur la cause. C'est une hypothèse osée sur la cause de la violence ou sur les causes de la violence. Euh, je crois que c'est c'est Raymond, je crois, oui, dans un petit texte.
Mais c'est un petit texte qui est très intéressant. Dans l'introduction du texte, Raymond, il dit qu'une société qui ignore l'anoblissement de l'esprit, une société qui ne cultive pas les grandes idées, finira une fois de plus dans la violence et l'autodestruction. À réfléchir bien sur ce propos, euh, je crois qu'il a mis le doigt sur un point très important, qui est l'anoblissement de l'esprit, qui est la fabrication de belles idées, qui est la fascination pour les choses de l'esprit, pour les choses intellectuelles. Selon lui, Raymond, dans le texte qu'il a introduit, qui s'appelle Une certaine idée de l'Europe, qui prend, en tout cas, c'est un texte de George Steiner, écrit où il fait quand même, il fait l'apologie de l'Europe, mais il fait surtout l'apologie des grandes idées qui ont toujours caractérisé l'Europe, que ce soit à travers les Lumières ou à travers d'autres idées, les unes plus intéressantes que les autres. Et ce qui est intéressant dans son introduction, en fait, il a montré comment, euh, pour arriver à construire une société, les grandes idées étaient importantes. Et si une société n'arrive pas à encourager la construction, je dirais, la production scientifique, la production littéraire, la production intellectuelle, cette société est condamné à connaître en tout cas, condamné à connaître la violence et l'autodestruction. Parce que les grandes idées humaines, selon, en fait, dans son approche, selon son approche, est une manière de dissiper la violence. Donc, sûrement, à première vue, vous me direz, mais écoute, c'est quoi l'idée, c'est quoi le lien entre le fait que une société donne la place à des gens qui pensent le monde, à des gens en tout cas, qui produisent je dirais, je sais pas comment dire, mais des grandes idées en littérature, en sciences, en physique, en mathématiques, en tout cas, dans tous les domaines possibles de savoir et de compétences. Donc, c'est quoi le rapport si une société fait ça et une autre société qui ne le fait pas? Mais qui est intéressant à savoir, c'est que soit vous produisez des savoirs, vous encouragez, vous encouragez la production de savoir, vous encouragez la production intellectuelle, vous encouragez le développement, soit vous ne le faites pas. Et quand vous ne le faites pas, vous laissez la place à des idées destructrices. Vous laissez la place à des personnes qui n'ont rien à dire dans la société, vous laissez la place à la violence, vous laissez la place à l'autodestruction. Parce que les grandes idées ont toujours eu comme objectif, c'est important de le noter, les grandes idées ont toujours eu comme objectif d'anticiper, de résorber les problèmes du futur. C'est-à-dire les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas je dirais aujourd'hui qu'il faut les résoudre. Bon, tant mieux si on peut le faire aujourd'hui, mais le mieux à faire dans cette perspective, dans la perspective des intellectuels des Lumières, euh, il faut pouvoir anticiper. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui pense à la société de demain. Ah, les journalistes, eux, ils pensent généralement à la société immédiate, la société aujourd'hui, la société actuelle. Les politiques, ils pensent à ça. Mais les politiques aussi peuvent anticiper, mais très peu de politiques anticipent. Les, 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 mais, mais si vous, moi, je peux vous donner un exemple. Quand on lit, par exemple, Anténor Firmin, on voit que Firmin a anticipé 2, 3 siècles là, de son temps. Si on lit, écoute, euh, Jean Mars, par exemple. Jean Mars a anticipé, je ne sais pas, 4 siècles en Haïti.
Et vous verrez, aujourd'hui encore, quand on parle de la vocation de l'élite, quand on parle de la faillite de l'élite haïtienne, écoute, on n'a pas le choix de retourner à la source, d'aller lire les conférences de docteur Jean-Price Mars. Donc, juste pour vous dire que l'une des vocations intellectuelles aussi, c'est de pouvoir anticiper, de résorber les problèmes du futur. Et dans le cas de Rayman, ce qu'il voudrait nous montrer à travers son propos qu'il a tenu dans cet ouvrage, c'est que la société a pour mission, et quand il parle de la société, il parle surtout des élites intellectuelles et des élites politiques, des élites économiques, de soutenir les idées, des grandes idées capables de changer la donne, capables d'anticiper les problèmes et aussi capables de créer des visions plus humanistes. Et pourquoi pas envisager les conditions humaines meilleures que celles qu'on connaît aujourd'hui. C'est un défi majeur des intellectuels actuels, du monde actuel, de réfléchir en avance sur leur temps. Il y en a encore, d'accord, il y en a encore qui le font, mais de moins en moins, en tout cas, mais c'est important de le faire. Maintenant, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à questionner la place des délinquants en Haïti, ou comment la société haïtienne, à travers les 25 dernières années, sinon à travers les 40 dernières années, hein, depuis la chute de la dictature environ, 1980, 86, c'est ça? Février 86, 7 pp 86, depuis la chute de la dictature, on, on a connu une succession de chefs d'État, de premiers ministres, etc. Donc, des gens enfin, qui ont prêté serment de, de, de soutenir une société démocratique, mais aussi de soutenir la paix, de changer la condition de la masse, de changer la condition des gens, en fait, de créer des moyens, en tout cas de donner des moyens aux investisseurs d'investir en Haïti, etc. En tout cas, toutes sortes de promesses. Mais ce qu'on a constaté, c'est que ces gens-là ont utilisé la politique pour mener à terme leur projet de violence sociale. C'est-à-dire, si vous prenez les gouvernements depuis la chute de Duvalier, mais c'est pas pour vous dire que Duvalier est bon, au contraire. Si vous prenez le gouvernement de Duvalier, les deux Duvaliers en soi, vous allez voir, c'est la violence incarnée. Donc, il n'y a pas de débat. Moi, je m'intéresse un petit peu à, à, à fait, aux gouverneurs qui ont, je dis aux dirigeants plutôt, qui ont succédé après Duvalier. Mais Duvalier et toute la période de Duvalier, avec les tontons Macoute, les Fiat Lalo, c'est la violence la plus crue. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, maintenant, moi ce que j'aime, ce que je veux comprendre, c'est comment les gens qui ont vécu après Duvalier, qui ont promis de changer la société, la nation, ont pu accoucher une société qui, dans l'apparence, en tout cas, qui amène des gens à avoir la nostalgie de Duvalier. C'est très grave. Duvalier qui est considéré, quand je dis Duvalier, les deux, là, les Duvaliers qui ont été considérés comme les pires, je ne sais pas, gouvernements de toute l'histoire d'Haïti, en termes de nombre de violences, surtout moi quand je dis l'ANEC Urbon, c'est ma compréhension, et qui incarnait l'autoritarisme. Mais comment ces gens-là pourraient arriver, après Duvalier, à coucher une société où vivre ensemble devient ce qu'on appelle le sujet de tous les jours, du quotidien, où, vous voyez, ce paradoxe-là m'interpelle. Donc,
c'est très intéressant. Comment on peut maintenant, en fait, d'autres choses qui m'intéressent aussi, à partir de la réflexion de Rayman sur la société, sur l'ennoblissement de l'esprit et sur la culture du savoir des grandes idées et la faillite de la société. Quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est comment la pratique de l'anti-savoir a pu, pendant les 15 dernières années, la pratique de l'anti-savoir a pu avoir une place importante à l'université en Haïti. C'est-à-dire, l'université qui devait être un espace de la culture du savoir est un espace de l'anti-savoir. Donc, c'est mieux de ne pas connaître, c'est mieux de ne pas savoir à l'université. Donc, pour être en paix. Donc, c'est quand même un peu inquiétant comme, comme, en tout cas, je sais pas, mais comme fait. Donc, la société et le savoir, c'est de comment les gens, comment la société, les gens qui sont dans la société, les gens qui sont les acteurs sociaux, quel rapport ils ont avec le savoir? C'est important. Comment est-ce que la montée de l'insignifiance a pu gagner autant de place? L'insignifiance dans le sens de Castoriadis, dans Corneille Castoriadis, c'est comment cette montée de l'insignifiance a gagné autant de place et arrive à faire en sorte que quand on parle aujourd'hui dans les médias, si vous voulez, vous pouvez le constater vous-même. Allez le constater vous-même, à constater par vous-même. Comment se fait-il dans les médias, on parle plus des gangs armés, on parle plus je ne vais pas les nommer ici, mais vous connaissez leur nom, plus qu'un intellectuel. En d'autres mots, si vous me permettez, je vais citer un nom. C'est-à-dire, on parle plus de barbecue, on parle plus de vitellum, de tilapia, etc., de Chrysla, plus que n'importe quel intellectuel en Haïti. C'est-à-dire, à partir de quel moment on décide de faire de ces criminels, de ces gens, de ces bandits, de ces gangsters, à partir de quel moment on arrive à faire d'eux des stars de la société. Et des gens même évitent de dire, ah non, il ne faut pas les appeler criminels, c'est des victimes, ouais, ou c'est des agents de développement, etc. Donc, toutes sortes d'affaires. Mais, en fait, est certain, moi je l'avais dit dans un cours, Francky peut me le confirmer, j'avais dit dans un cours en 2017, je crois, 2017-2018, euh, mais peut-être dans la promotion de Francky aussi, je l'avais repris, je l'avais dit, mais c'est un constat que j'ai commencé à mener depuis 2014-15, quand je faisais mes cours, parce que c'était quand même, ça m'inquiétait que les étudiants, ils, ils, je me parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps des gangs armés. En même temps, je comprends que c'est leur vécu. Mais ça m'inquiétait. Je lui disais une fois, je lui disais, mais si on arrive à donner de la parole à des gangs armés, en tout cas, un journaliste en Haïti, il ne veut pas savoir ce que je pense, moi, comme intellectuel des gangs armés. Même si j'écris des articles, j'écris des livres. Moi, je n'ai pas eu de coup de fil ou de courriel d'un journaliste qui me dit, écoute, moi, j'ai envie de vous questionner sur tel livre que vous avez publié. Je vous donne un exemple comme ça. Ou sur votre manière de réfléchir à la société. Moi, je n'ai jamais eu ça. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Bon. Mais pourquoi ce jeune homme qui a pratiquement, apparemment, à peu près le même âge que moi, lui qui tient une arme dans le quartier, il est tout le temps consulté par les médias pour avoir en fait des interviews. Et moi, qui avait choisi d'étudier, parce que c'est aussi un choix, d'accord? Parce que j'avais pas plus de chance que lui. C'est pas toujours le cas, hein. Donc, parfois, c'est un choix. Moi, je connais des jeunes qui ont grandi dans le ghetto, qui n'ont rien, qui ont choisi de continuer d'aller à la faculté de technologie, d'aller à la faculté des sciences humaines, d'aller à l'Université d'État d'Haïti ou à Notre-Dame.
Quisqueya, etc., dans toutes les autres universités possibles, l'université de Port-au-Prince, bref, pour se former. Mais ces jeunes-là, ce ne sont pas ces jeunes. Hein, c'est pas, ce ne sont pas ces, je dirais, c'est pas, ce ne sont pas ces jeunes qui deviennent des modèles de la société, où on ne fait pas de ces jeunes des stars ou des modèles de la société. En tout cas, on ne parle pas d'eux, on ne leur donne pas l'espace. L'espace public, là, est réservé à ceux qui font de l'argent sale. Généralement, regardez Martin Caraïbes, qui on invite, généralement, c'est des politiciens qui ont détourné de l'argent, etc., etc. Eh bien, écoute, quand je prends Matin Caraïbes, je pourrais prendre pas Matin Caraïbes, là, je dirais ramasser surtout, mais on peut prendre aussi d'autres émissions, d'autres radios. Donc, pratiquement, ce sont ces gens qui sont dans la politique, qui ont volé, qui ont pillé, qui ont armé des jeunes, qui ont droit à la parole dans les médias. Et ce sont ces jeunes aussi qui décident de prendre les armes, qui ont droit à la parole dans les médias, qui ont droit à la parole, qui sont considérés dans l'espace public. C'est-à-dire, quelque part, quand Rayman, on est dans un cours sur la violence, ne l'oubliez pas. C'est-à-dire, quand Rayman dit que une société qui ignore l'ennoblissement de l'esprit, une société qui ne cultive pas les grandes idées humaines, finira une fois de plus dans la violence et l'autodestruction. C'est-à-dire, quelque part, la presse a un rôle important. Après, c'est un rôle important parce que c'est quoi on essaie, c'est quoi on relie dans la société, c'est quoi, qu'est-ce qu'on diffuse dans la société? Est-ce qu'on diffuse les propos des professeurs de l'université en Haïti ou l'on diffuse les propos des grandes armées? En tout cas, on prend une grande armée qui s'appelle, qui l'appelle, je ne sais pas comment, barbecue, etc., etc., et un intellectuel qui s'appelle Eleonore, je ne sais pas, qui s'appelle Alain Gilles, qui s'appelle Joseph Ronald d'Autruche, Jean-Mozart Ferron, je ne sais pas, je pourrais en citer. Il y a tellement d'intellectuels, des intellectuels, ok, Sabine Lamour, bref, pour vous dire que on a des tonnes d'intellectuels, mais les intellectuels, ce ne sont pas les intellectuels qu'on consulte. Mais vous savez, les ONG aussi, quand on parle de l'État, quand on parle de la situation du pays, quand on parle de l'état du pays, donc, il y a aussi la presse qui a un rôle important dans la diffusion, dans la construction de l'image des gangs armés. C'est important de savoir. Parce que si vous ne parlez pas des gangs armés, les gangs armés n'existent pas. Mais comment imaginez-vous, par exemple, des journalistes qui sortent, je ne sais pas, des journalistes de grands médias américains qui voyagent, qui payent des billets d'avion pour venir faire des entretiens avec des gangs? Dis-moi une seule fois où vous avez vu des journalistes qui laissent l'Europe, l'Amérique, les États-Unis, etc., pour venir interviewer. Je dis pour venir interviewer, je dis pas appeler. Vous voyez comment ils ont pris l'avion pour venir rencontrer Barbecue, rencontrer tous les chefs de gang, les criminels là, ont eu la chance d'avoir des entretiens avec les grandes chaînes internationales, les grandes chaînes américaines, les grandes chaînes françaises, etc. Et en tout cas, les grandes chaînes canadiennes, bref, juste pour vous dire, pour vous donner une idée, qu'est-ce qui explique que euh, Franck Etienne, je ne sais pas, Gary Victor, Eleonore, je ne sais pas, pour exemple, professeur Eleonore de la faculté de technologie, qui est un brillant intellectuel, euh, est-ce que vous pensez un journaliste va acheter un billet pour venir rencontrer un intellectuel? Donc, même les médias en Haïti, là, donc, ne m'intéressent pas aux propos d'Alain Gilles, par exemple. Moi, je peux prendre, je les prends comme exemple. On peut prendre d'autres intellectuels. Donc, moi, il y a une intellectuelle que j'aime beaucoup, 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 mais je n'ai jamais, je ne crois même pas à aucun média à lui accorder la parole. Par exemple, c'est Rose Esther Saint-Simon. C'est une intellectuelle de grand talent. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire la société, quelque part, ou de la manière dont on voit les choses, dans la manière dont
on essaye de construire la société, il y a un problème qui se pose, c'est qu'on ignore l'anoblissement de l'esprit, c'est-à-dire on n'accorde pas grand-chose, on n'accorde pas une grande importance aux choses de l'esprit. On ne cultive pas de grandes idées, donc, et c'est normal du point de vue de Riemann et de Steiner, George Steiner, que cette société finira par la violence. Donc, je dirais que c'est important de l'observer de cette manière, mais on peut aussi se questionner sur l'incompétence dans les institutions. Comment de plus en plus les incompétents ont plus de place dans les institutions. Donc, ceux qui ne font rien, qui n'ont droit, en fait, c'est-à-dire qui n'ont pas une obligation de donner des résultats, ce sont ceux-là qui, ou celles-là, qui ont plus de place dans la société. Mais en même temps, on attend à ce que la société change. C'est paradoxal. Écoute, c'est infinitésimalement paradoxal. C'est pas paradoxal, pas possiblement. Mais on peut aussi se demander, y a-t-il une issue donc, à tout ça? Donc, moi, je crois que la réflexion est quand même légitime. On peut se poser des questions. Donc, j'espère qu'on trouvera un jour des réponses à nos questions. Des questions, des questions qui, je ne sais pas si on trouvera assez d'éléments pour les répondre. Mais l'une des premières formes de violence qu'on peut, qu'on peut étudier, c'est la violence verbale. La violence verbale est souvent utilisée pour, pour intimider, pour humilier ou pour contrôler une personne. Elle peut être aussi employée de façon subtile ou au contraire de façon très directe. Donc, dans la majorité des définitions, inclut les concepts de menace, d'insulte et parfois de communication au verbal visant à humilier ou à dénigrer une personne. Donc, quelques exemples de violence verbale, on peut peut-être insulter des gens en utilisant un langage grossier ou en injuriant une personne, de crier ou élever la voix, de blâmer ou de reprocher les gens sur les faits ou les gestes d'une personne, de critiquer ou user des railleries ou propos humiliants, donc, ou menacer de manière directe ou indirecte une personne. Donc, c'est-à-dire la violence verbale, c'est le fait d'utiliser la parole, le ton, ça peut être dans le ton de la voix, ça peut être à partir d'un mot, de propos grossiers. Donc, mais il y a des violences verbales qui font partie aussi de notre quotidien, de la manière dont on nomme. Je prends toujours un exemple, peut-être peut-être en fait, un exemple auquel vous avez déjà peut-être pensé. Quand on parle de la violence verbale, quand deux personnes je dirais, sont en conflit, ils ont, en fait, ils s'injurent, ouais, et il y a forte chance qu'on utilise le get maman, par exemple, en Haïti. Donc, et moi, je me demande pourquoi toujours c'est la femme qui sert de bouc émissaire pour régler des problèmes entre les individus. Deux hommes sont en conflit et ils sortent get maman. Un homme, une femme, ça sort pareil. Deux femmes, ça sort pareil. Donc, voilà, je peux prendre, voilà ce juron-là qui est un exemple de violence verbale. Donc, on peut aussi prendre d'autres formes d'insultes. En tout cas, tout ce qui est verbal, c'est-à-dire qui vient de l'échange, de l'échange. On a en termes de joute,
de verbal, mais qui est émise dans l'optique d'humilier ou d'injurier ou d'insulter l'autre. Donc, c'est ça. Donc, je vais prendre une petite pause et je reviens après ma pause.